Mesdames et messieurs, sire, j'aurais dû commencer par la présence de Napoléon. Le 1er janvier 1808, Napoléon proclame devant l'Institut de France pour ses vœux à la nation, vous voyez, les choses n'ont pas tout à fait changé, même si le discours est différent. Le 1er janvier 1808, il proclame « Je souhaite que les artistes français effacent la gloire d'Athènes et de l'Italie. » Hormis Louis XIV, sans doute aucun chef d'État avant lui, et surtout aucun sans doute évidemment après, n'auront cette envie de décliner une gloire sur le tableau. Depuis 10 années, depuis donc 1808, mais 10 années auparavant, les premiers à se lancer dans la bataille des pinceaux et des grandes compositions ont été les tenants de l'académisme. Vous avez tous en tête les tableaux du Louvre, et nous allons en présenter quelques-uns ce matin. Le retour de la ligne, au détriment de la couleur, va se faire et va s'imposer. Ensuite, vous le savez, la lutte entre Ingres et Delacroix va reprendre, et avec elle, évidemment, les choses vont beaucoup évoluer. Mais en cette même année 1808, je vais peut-être pas beaucoup bouger parce que je pense que pour le caméraman ça va être difficile. En cette même année 1808, j'ai la bougeotte, je suis d'origine italienne. En cette même année 1808, le salon réunit ici, vous le voyez, tous les grands artistes de cette époque, artistes français mais également artistes étrangers, on a tendance à l'oublier. Et Napoléon, en personne, va donc décorer de la prestigieuse Légion d'honneur la plupart des artistes. Vous reconnaissez évidemment David, mais celui qui représente ce tableau inachevé, c'est bien sûr Antoine-Jean Gros. Gros qui est né d'un père miniaturiste et d'une mère pastelliste. En 1796, donc 12 ans avant cette cérémonie de Légion d'honneur, au Louvre, ici, Gros n'a que 25 ans. Et il va bénéficier, c'est le seul, pendant toute l'épopée napoléonienne, de séances de pause avec Napoléon. On raconte qu'il bénéficie surtout de la protection de Joséphine. J'ai dit la protection, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et il va être à l'origine de la geste napoléonienne, c'est sa chance. Les commandes vont se succéder après lui et il va faire ses portraits à cheval, à pied, que vous avez sans doute vu tout à l'heure déjà dans les tableaux qui ont été présentés par Vincent Pomarède. Ici, les couleurs bleues du ciel, le rouge des combats à l'arrière-plan et le blanc de la fumée, tout cela répond finalement aux nuances de l'uniforme républicain. C'est donc, vous le voyez dès à présent, une double lecture bleu, blanc, rouge, tricolore, que vous avez sous les yeux. Le visage du général en chef s'impose. Il est jeune, vous voyez les enfants, on présente des chefs d'État jeunes, ça existe, ça peut arriver. Il n'est pas encore, mais ça va bientôt arriver. Il est maigre et il est déterminé. C'est la première innovation. Pour cette bataille d'Arcole, c'est son vrai titre, bataille d'Arcole, le peintre se contente donc de représenter un général vainqueur avec ses vrais traits de visage. Ce n'est donc pas à proprement parler un tableau de bataille, vous ne voyez que la bataille qu'à l'arrière-plan, ce n'est pas non plus un portrait tout à fait, c'est davantage que cela. En réalité, il s'agit de la grandeur d'une histoire avec un grand H qui est en marche. Et ici, la composition, mais là il faudrait rappeler des références beaucoup plus antiques, fait davantage référence ici à Clio, qui était représenté, vous le savez sans doute, dans l'Antiquité, drapeau à la main, allégorie de l'histoire évidemment, 2/3, le visage se retournant, c'est donc que nous avons l'histoire ici en marche réellement. Gros est l'homme qui compte à cette époque, et il va en profiter. Il en profite parce que les éléments de la légende, c'est lui qui, dès le premier, va les faire écrire. Après l'Italie, que vous avez vu tout à l'heure avec Arcole, c'est l'Égypte, et on voit un Bonaparte qui tente d'accéder véritablement à la gloire, monté sur un cheval blanc richement caparaçonné à l'oriental. Il se présente, tel un nouveau pharaon, on est en Égypte, mais devant les pyramides, proclamant ce 21 juillet, vous connaissez tous la phrase « Songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». A-t-il jamais prononcé ces mots? Du moins l'aphorisme demeure, et le peintre va en restituer tous les codes, tout autant que les références. Vous le voyez, à l'arrière-plan se découpent les silhouettes des monuments antiques de la plaine de Gizeh, Khéops,
Képhren et Mykérinos. Le général en chef conduit donc ses hommes, et il reprend en sens inversé la même attitude que vous avez vue tout à l'heure à Arcole. Mais le bicorne, au plumet, le signale à l'attention du spectateur, parce que cette fois-ci, il n'est pas tout seul. Il faut donc bien sûr le déterminer. Le double geste est donc important. Le temps doit être suspendu par la main gauche, et par la droite, on indique le sens symbolique du combat qui va être lancé. À gauche, les fidèles lieutenants. La plupart sont devenus généraux à cette époque, ou vont le devenir bientôt, et ensuite seront maréchaux sous l'Empire. Ils agissent de conserve, et sont d'autant plus proches du général que leur rôle est important dans la bataille. Et Gros reconstitue la scène. Elle ne s'est pas déroulée comme ça, évidemment, à la veille des combats. Au premier plan, tête nue, vous le reconnaissez, on va le voir tout à l'heure, bien sûr, à plusieurs reprises, Murat. Dans le groupe, Duroc, Sulkowski, je parle pour les spécialistes, Berthier, Junot et bien entendu Eugène de Beauharnais, qui est le fils, par adoption, le fils de Joséphine. À droite, les généraux Rampon, Lassalle et surtout Desaix. Desaix que vous reconnaissez, j'aurais peut-être dû prendre tout de suite l'indicateur. Voilà Desaix, il est ici. Desaix qui était surtout appelé par les Égyptiens le sultan juste et qui accompagnait du regard la fougue de la composition, tandis que les populations vaincues, on les met là également, pas uniquement pour faire joli dans le décor, mais pour montrer que Napoléon, non seulement avec les Mamelouks, les femmes réduites en esclavage, le vieillard barbu, eh bien tous admirent qu'on va leur accorder la grâce, parce qu'ils ne vont pas être accusés de tous les maux et que Napoléon leur donnera la bénédiction. Ensuite, après cette bataille, Mourad Bey, qui commandait l'armée mamelouk, se retire vers Gizeh avec les 2500 cavaliers survivants de cette armée, et cette victoire va ouvrir à Bonaparte, vous le savez sans doute, les portes du Caire, où il entre le 24 juillet 1798. Car la victoire est toujours à portée de canon pour qui s'engage avec passion. C'est ce qu'on a en sous-titre dans les explications des tableaux lorsqu'ils sont présentés au salon. Or, seul un peintre combattant, innovation considérable par rapport à Gros qui travaille en atelier, qui reconstitue les visages par rapport aux personnes qu'il connaît, qu'il fait poser parfois, mais ici, c'est tout à fait différent. Ce tableau qui représente la bataille de Marengo du 14 juin 1800, ici on va choisir un artiste tout à fait différent, qui est Louis-François Lejeune. Lejeune est donc un combattant. Il était à Marengo. Il a donc vu de ses propres yeux ce qui s'est déroulé, et à la différence de Gros, il va servir lui à l'armée du Nord avant de poursuivre sa carrière dans le service des ingénieurs géographes. Je parle pour les enfants, les ingénieurs géographes, ce sont ceux qui répertorient et qui remettent ensuite sur les cartes les différentes indications que l'on connaît. D'Austerlitz à Leipzig, Lejeune, qui est strasbourgeois, va donc accompagner Napoléon dans toutes ses campagnes, sans oublier l'Espagne et même la Russie, où il deviendra même chef d'état-major, donc ça n'est pas uniquement qu'un peintre, c'est aussi un soldat à part entière. Parmi les nombreux croquis pris sur le vif pendant cette journée du 14 juin, et ses recherches sur les uniformes, Lejeune va retenir et atteindre une grande perfection dans les détails. On va les voir tout à l'heure. La précision et le souffle de ses compositions sont un hommage perpétuel au courage de ses soldats. Ici, sur fond des Apennins, vous voyez, qui prennent quasiment toute la place du décor. On est quasiment aux 3/4 sur ces Alpes qui se découpent, devant le village de Spinetta. Rien du désastre du matin n'est rappelé. Pour ceux qui se souviennent un peu de la bataille, vers 15h, 14h30, 15h, la bataille était perdue par les Français. Et d'ailleurs, les généraux autrichiens vont annoncer à Vienne que ça y est, Bonaparte est perdu, il est devenu premier consul depuis quelques mois à peine, ça y est, il est perdu, enfin la République française est à genoux, on va pouvoir entrer en France. Eh bien, pas du tout. Parce que seules doivent être rappelées dans cette bataille, et surtout dans ce tableau, les étapes de la victoire. Il faut donc travailler à la manière d'un reporter subjectif, à la façon un peu d'un Hemingway, mais cette fois avec des pinceaux. Ici, Bonaparte a déjà reconnu le champ de bataille. C'est lui qui oblige les Autrichiens à l'affrontement décisif, là où se sont déroulés les combats quelques mois plus tôt. Je vous donne des détails maintenant du tableau pour qu'on entre véritablement dans la toile. Ici, on reconnaît bien sûr les ossements visibles sur les blés, ossements des animaux, car selon le livret du salon de 1801, lorsque le tableau est présenté au public ici au Louvre,
Tous les principaux événements glorieux sont réunis en une seule et même scène. Le choix du climax, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vers 17h. À l'instant précis où les 8000 grenadiers hongrois se présentent en colonne, vous les reconnaissez ici en haut à droite, et cherchent à renverser tout ce qui se présentera sur leur passage. Et à ce moment-là, le fameux général Dezay, que je vous ai montré tout à l'heure, arrive, et Dezay, avec à la tête de la division Boutet, annonce « Une bataille est perdue, mais il n'est que 5 heures, et il est temps d'en gagner une autre. » Mais le premier coup de feu qui s'engage tue le général, et au deuxième plan, on le voit, il va expirer dans les bras de Lebrun, qui est un de ses colonels. Les chapeaux lancés en l'air, un peu à l'image des drapeaux blancs plus tard, que l'on voit ici à l'arrière-plan, à l'image un peu des drapeaux blancs dans les tranchées par exemple, c'est le signe que l'ennemi va bientôt être prêt à se rendre. En une sorte, vous le voyez, de tapisserie de Bayeux avec différentes lectures ici ou là qui sont réunies en une seule et même toile, eh bien le principal, évidemment, se passe au premier plan. Aisément reconnaissable, mais il n'est pas au centre de la toile, comme précédemment. Bonaparte arrive au moment où un obus éclate près de lui, on voit la fumée blanche qui se dégage derrière, après avoir tué 6 hommes de la 9e demi-brigade légère. Je parle de l'obus, je ne parle pas de Napoléon, évidemment. Il est suivi de ses aides de camp, que l'on aperçoit sur le côté. Il est suivi ici de Duroc, toujours, Lauriston, le Marois, Lacuée, et de ses généraux, Lannes, Dupont, Murat, des citoyens Bessières, Eugène de Beauharnais, Rivière, Guillotin, qui sont commandants et officiers de sa garde. Mais il reste encore à dire quelques mots des quelques événements secondaires. Un mot de ces événements. On peut notamment citer, toujours selon le livret, qui détaille, pour les spectateurs qui ne connaissaient pas peut-être les événements de cette époque, qu'un officier autrichien, par exemple, blessé à mort, s'achève avec des armes qu'un Français lui prête. Et le jeune, qui était présent pendant les combats, a pu consigner tous ces détails, et il les fait figurer sur le tableau. Ou un Français donne de l'eau de vie à un Autrichien blessé, et plus loin, un grenadier, un petit tambour qui oblige les prisonniers à emporter des blessés français. Enfin, dernière chose, très importante. Dernier clin d'œil de l'artiste lui-même. À la manière un peu d'un Alfred Hitchcock, vous avez vu la très belle conférence du professeur Tullard sur le cinéma, eh bien ici, le peintre Lejeune n'a pas pu s'empêcher de se représenter avec un uniforme bleu d'aide de camp aux côtés de Berthier. Berthier, le voici, il est ici, et voici Lejeune. Lejeune qui se représente, non pas véritablement pour se mettre en valeur, ce qui est plutôt le propre des cinéastes, lui c'est tout à fait différent. C'est pour justifier la qualité, entre guillemets, documentaire de la toile, une toile de cette belle envergure où, vous le voyez, on pourrait rester pendant des heures devant. Autre style, autre mise en scène. Cette fois, ce n'est plus Gros, ni Lejeune, mais c'est François-Pascal Simon Gérard, que la postérité a appelé le fameux peintre des rois et le roi des peintres, on croirait du Guitry. Il est l'auteur de quelques 300 portraits des contemporains. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la conférence précédente de Vincent Pomarède, Gérard, c'est le grand artiste, celui qui a représenté Napoléon en habit du sacre. Je ne parle pas de David pour la toile elle-même, mais uniquement en habit, en grand costume de l'empereur. 5 ans après Marengo, après avoir fini d'exécuter donc le nouveau portrait du nouvel empereur, Gérard va donc recevoir commande d'une toile fixant la première grande bataille inaugurale du régime. Vous n'en connaissez qu'une, c'est celle-ci, c'est donc Austerlitz. Austerlitz, mais vous le voyez, point de combat ici. Pour éterniser le sacrifice consenti ce 2 décembre 1805, donc 1 an, jour pour jour, après le sacre de Notre-Dame, une toile de grande dimension doit réunir les principaux héros du jour pour orner non pas des cimaises, non pas un musée, mais le plafond du salon de Diane au Palais des Tuileries. Il faut toujours avoir ça dans l'œil parce que le Napoléon n'est pas au centre de la toile, c'est l'œil du cheval qui vous regarde, alors que Napoléon est sur le côté. Quand vous êtes en bas d'un plafond, lorsque vous le regardez, c'est plus facile de regarder les personnages qui sont sur les côtés que véritablement au centre. La scène choisie par Dominique Vivant-Denon, le directeur du muséum à l'époque, musée du Louvre, qui s'appelle déjà Musée Napoléon, en toute simplicité, eh bien, Vivant-Denon, sur instruction de l'empereur, rapporte les mots que Marbot, un autre général, a pu consigner pendant cette journée. Je vous le cite. Le peintre Gérard, dans son tableau de la bataille d'Austerlitz, a pris pour sujet le moment où le général Rapp, que vous voyez ici,
Sortant du combat, blessé, tout couvert du sang des ennemis et du sien, présente à l'empereur les drapeaux qui viennent d'être enlevés. Le but recherché, il est simple dans le tableau. Il est celui qui est indiqué déjà dans le 30e bulletin de la Grande Armée à l'époque. Bulletin de la Grande Armée, pour vous donner un petit exemple, c'est un petit peu le journal officiel, mais également les petits potins. C'est-à-dire que tout est réuni et on raconte à la fois la grandeur de ce qui s'est passé pendant les combats et la campagne, mais également de savoir à qui on donne les bons ou les mauvais points. Et dans ce 30e bulletin de la Grande Armée, il y a une phrase que tout le monde relève: « Faisons pleurer les belles dames de Saint-Pétersbourg ». Autant dire, montrons que les Russes ont été humiliés, les Autrichiens un peu moins parce qu'on a fait la paix après avec eux, mais surtout que ces Russes, dont on dit qu'ils sont impossibles à attraper, eh bien que ces Russes ont été humiliés. C'est au sommet du Staré Vinohrady, choisi comme lieu d'observation à Austerlitz, que l'empereur se présente entouré de ses plus fidèles compagnons d'armes. Il monte son cheval blanc Fayoum, que vous apercevez ici, dans une position calme et souveraine. Autour de lui se presse le maréchal Berthier, son chef de la garde Bessières, qu'on connaît, le général Duroc, l'aide de camp Junot, et ici, complètement à droite, vous le devinez, avec sa coiffe turban, je parle toujours pour les enfants, caractéristique orientale, le fameux Mamelouk Roustan, qui sert un petit peu, qui a office de garde du corps près de l'empereur. La cavalerie française n'est donc évidemment pas oubliée. C'est elle qui a aussi un rôle très important pendant cette bataille. Un premier mamelouk à cheval, rien à voir avec le mamelouk de tout à l'heure. Là, cette fois-ci, c'est de la cavalerie en armes et qui travaille. Un mamelouk à cheval que l'on revoit un petit peu au-dessus, il est au-dessus, mamelouk à cheval, brandit un drapeau russe, et un chasseur à cheval de la garde est représenté ici de dos. Devant eux, au premier plan, je vous l'ai remarqué, mais je vous le fais un peu plus grand, le regard tourné vers la gauche, coiffé d'un turban et soulevant un étendard au chiffre d'Alexandre, le fameux Bagdoun Mustapha. Aujourd'hui, ça ne nous dit rien, mais Bagdoun Mustapha, c'était un petit peu la star de l'époque. Parce que Bagdoun Mustapha, avec son allure extraordinaire, mais surtout ses bons mots, est entré dans la légende à cette époque comme étant le personnage le plus drôle et le plus cruel à la fois. À propos de Bagdoun Mustapha, Marbeau, dont je vous ai parlé tout à l'heure, explique: on remarque dans ce tableau un mamelouk qui, portant d'une main un drapeau ennemi, tient de l'autre la bride de son cheval mourant. Cet homme, connu dans la garde pour son courage et sa férocité, s'était mis pendant la charge à la poursuite du grand-duc Constantin, qui est le frère du tsar. Grand-duc Constantin qui ne se débarrassa de lui qu'en lui tirant un coup de pistolet dont le cheval du mamelouk fut grièvement blessé. Mustapha, désolé de n'avoir qu'un étendard à offrir à l'empereur, dit dans son jargon en le lui présentant: « Ah, si moi, joindre le prince Constantin, moi couper tête et moi porter à l'empereur. » Et Napoléon, indigné, lui répondit: « Veux-tu bien te taire, vilain sauvage ?» Je vous ai pris cet accent pour vous faire rire. Vous vous dites, mais ce n'est pas un accent oriental. Eh bien non, parce que Bagdoun Mustapha était géorgien. Donc dans la garde, et notamment dans les Mamelouks, il n'y avait pas uniquement que des gens qui venaient d'Égypte ou de plaines orientales. On constituait avec ce que l'on avait. Et par exemple, dans les Mamelouks qui serviront de garde rapprochée de Napoléon, on trouve par exemple un Mamelouk Ali, qui s'appellera Saint-Denis et qui est né à Versailles. Vous le voyez, même Versailles peut-être en Orient. Au premier plan également, à gauche, on aperçoit un cuirassier, casqué, allongé le bras gauche, qui paraît rendre son dernier souffle. Et si l'on en croit le journal officiel, cette fois-ci très officiel, de l'époque, le Moniteur, l'autre chasseur à cheval semble celui qui, sans se plaindre, bien qu'ayant le corps traversé d'une balle, eut le courage de venir à l'empereur, je cite, et tomba raide mort en lui présentant l'étendard qu'il venait de prendre. En haut à gauche du cronier à cheval, le prince Repnine. Voilà comment on va faire pleurer les belles dames de Saint-Pétersbourg. Le prince Repnine, prisonnier quelque peu en retrait, qui paraît s'être fait une raison parce qu'il a le regard tourné vers le ciel. Enfin, vous le voyez, un second chevalier garde, ici, plus à gauche encore, et derrière lui, un troisième, que l'on devine à peine, avec uniquement son plumet, figure la longue file des cavaliers russes qui sont faits prisonniers. Enfin, le regard et le visage éclairé du jeune officier Apraxin, capturé par les chasseurs français, rappelle l'épisode où, s'étant écrié devant l'empereur qu'il avait perdu sa batterie, qu'il était déshonoré et qu'il voulait mourir, et il parle en français. Je vous rappelle que le français est la langue diplomatique, donc pour être très instruit,
très important, on parle en français. Et bien qu'il avait perdu sa batterie et qu'il était déshonoré, qu'il voulait mourir, il se serait vu répondre par Napoléon « Calmez-vous, jeune homme, et sachez qu'il n'y a jamais de honte à être vaincu par les Français. » Le fût du canon, tout est dans le symbole. Ce fameux fût du canon, contre lequel il s'appuie, témoigne surtout du bronze, de ce fameux bronze qui servira à élever des balanciers pour les médailles de la monnaie, mais surtout pour élever cette fameuse colonne Vendôme que vous connaissez tous. C'est avec ce bronze, des canons russes en particulier, qu'elle a été élevée, cette colonne Vendôme. Enfin, un dernier mot. Pour ce groupe, à l'extrême droite et de profil, est composé de 4 hommes, dont un cosaque barbu, un personnage dans l'ombre, le visage baissé, surtout un officier dont le bras gauche est en écharpe. Pourquoi les présenter? On se demande. Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit, pour ces 2 derniers, des lieutenants généraux Langeron et Wimpfen, tous 2 blessés présentés à l'empereur au cours de la journée. Et Langeron était un Français qui avait émigré, qui donc était représenté comme étant le traître parfait. Il était passé de l'autre côté, comme étant bien sûr noble, il ne voulait pas servir la République. Donc on le présente à la fois blessé, un peu penaud, il faut bien le dire, et demandant pardon à l'empereur. Vous le voyez, donc ce tableau est une sorte de composition, où, comme tout à l'heure avec le jeune, tous les éléments sont constitutifs. Bien sûr, aujourd'hui, on est obligé de les analyser pour les comprendre, mais à l'époque, si l'on est près de Napoléon, si l'on est humilié ou si au contraire on est mis en valeur, c'est qu'on s'est bien présenté ou qu'au contraire on va être mis dans l'ombre. À l'origine, ce tableau était présenté au salon de 1808, celui que vous avez vu tout à l'heure au début. Ce tableau finalement sera achevé, parce qu'il prendra beaucoup de temps, beaucoup plus tard, 2 ans et demi après, et va rencontrer un très beau succès. Si beau succès que le tableau ne sera jamais accroché au plafond du salon de Diane. Pour terminer, un dernier mot des suites de la vie de cette toile, je fais une parenthèse. Pendant la monarchie de Juillet, donc on est en 1830, 35 même, au moment où la galerie des batailles de Versailles est constituée, on se demande comment il faut composer la toile. On la déplace, on l'amène à Versailles, et lorsqu'on la porte à Versailles, on se rend compte qu'elle ne rentre pas dans le cadre, il y a de la place en bas et en haut. Donc en haut, on va composer une suite de la toile parce que la légende s'est emparée de cette fameuse bataille d'Austerlitz, et quand on vous dit Austerlitz, vous pensez tout de suite au soleil. Alors, sur le haut de la toile, je vais revenir peut-être en arrière, sur le haut de la toile, vous voyez les rayons du soleil qui apparaissent en haut à gauche. Dans la toile d'origine, vous le voyez ici, la toile d'origine, il y a une bande supplémentaire qui a été rajoutée. Et surtout, on voyait à peine un petit soleil que le peintre, qui s'appelle à l'époque Jean-Pierre Franck, aidé par un certain Henri-Frédéric Chopin, rien à voir avec le pianiste, c'est un homonyme, eh bien, ils vont rajouter un peu de soleil, et surtout ces fameux rayons du soleil, parce que vous savez que la bataille a été gagnée avec le maréchal Soult, qui est passé dans le brouillard, et lorsque la bataille est gagnée, le soleil d'Austerlitz est arrivé. Mais la partie inférieure, vous voyez pareil, il y a une bande inférieure qui a été rajoutée. Et bien dans cette bande inférieure, pour nous ça ne nous dit rien tout à fait, mais cette bande inférieure est très importante, parce qu'elle figure les étangs de Satchan, à proximité d'Austerlitz, dans lesquels, dit-on, des milliers de soldats russes auraient trouvé la mort. Lorsqu'on a asséché les étangs au printemps suivant, on s'est rendu compte qu'il n'y avait que 3 cadavres, donc on avait un peu exagéré l'opération. Mais ce qui est important, ce n'est pas ça. C'est de montrer que Napoléon a remporté, surtout, la bataille des 3 empereurs, contre l'empereur autrichien, avec lequel il va faire la paix quelques temps après à Presbourg, Bratislava aujourd'hui, que vous connaissez mieux, et puis ensuite il fera la paix avec le tsar, mais il faudra attendre 1807, le 25 juin 1807, pour qu'ils se rencontrent sur le fameux radeau de Tilsit. Enfin, tout ça est une autre histoire. Une autre histoire parce que les batailles se succèdent. 10 mois après Austerlitz, c'est la bataille d'Iéna, du 14 octobre 1806. Cette fois-ci, on n'est plus en République tchèque aujourd'hui, parce que la bataille d'Austerlitz s'est déroulée près d'un village, d'une ville qui s'appelle Slavkov aujourd'hui, qui était donc Austerlitz lorsqu'elle était encore empire austro-hongrois. Mais maintenant, nous sommes en Allemagne, à Iéna, c'est la route de Berlin. Ce 14 octobre 1806, Napoléon remporte une double victoire. Iéna, que vous connaissez tous, et Auerstadt, où il n'est pas présent, et c'est surtout le maréchal Davout qui va montrer qu'il est un des maréchaux peut-être les plus talentueux de Napoléon. Ici, on n'est plus face aux Russes, ni aux Autrichiens de tout à l'heure, mais face aux Prussiens. Le peintre compose la toile bien après les événements. C'est Horace Vernet, bien après parce qu'il est né en 1789. Il est le petit-fils de Joseph et le fils de Karl. Il débute ici une trilogie, toujours pour la Galerie des Batailles de Versailles,
qui va composer avec un Friedland et un Wagram que vous connaissez, mais ici donc c'est Iéna. Les représentations grandiloquentes de cette gloire nationale, par Vernet, vont lui valoir l'entrée à l'Institut, la direction de l'école de Rome, et surtout lui permettre de rappeler les instants qui précèdent le départ des combattants. Et aujourd'hui, ça n'est plus dans les livrets scolaires, d'ailleurs on n'a plus grand-chose dans les livrets scolaires, entre parenthèses, mais à l'époque, vous avez tous eu ça dans vos cahiers et vos manuels. Il faut le comprendre, cette scène. On se demande ce que fait Napoléon, il se retourne, un air un peu triste ou un peu fâché peut-être, parce que sur la partie droite du tableau, les grenadiers à pied de la garde, les fameux grognards que vous connaissez, ne s'en laissent pas compter. Dans une attitude similaire à celle dans laquelle Gros les avait représentés lors de la première distribution, non pas des légions d'honneur, mais des armes d'honneur à Marengo, ils s'apprêtent à partir défiler et à défier surtout les troupes de la reine Louise, mais impatient, un des soldats, un des grenadiers, aurait lancé à Napoléon « En avant !» Comment ? Oser défier l'empereur. C'est pour cette raison qu'il se retourne. Et selon le bulletin de la Grande Armée, Napoléon aurait répondu « Qui est-ce ? Ce ne peut être qu'un jeune homme qui n'a pas de barbe, qui peut vouloir préjuger de ce que je dois faire, moi, l'empereur. Qu'il attende qu'il ait commandé dans 30 batailles rangées avant de prétendre me donner un avis. Et entouré de Murat, que vous reconnaissez ici, avec sa très belle pelisse rouge galonnée d'or, et d'un Berthier un peu inquiet quand même, parce qu'il ne tient pas ses troupes, en gros, eh bien l'empereur semble quand même admirer autant l'esprit de sacrifice que l'irrespect dont font preuve ces jeunes soldats. À l'arrière-plan, les troupes, ici, défilent. Ce qui est important, ce n'est pas le combat lui-même, mais surtout la volonté d'y aller. Pour Hello, l'année suivante, en 1807, en février, c'est le Moniteur, cette fois-ci qui a donné le sujet du tableau, ouvert à concours, c'est la seule fois pendant tout l'Empire, ouvert à concours sous le régime impérial pour tous les artistes. Ils vont être 25 à se présenter pour présenter leur projet et surtout proposer une représentation de cette bataille d'Eylau. Le sujet, le voici. L'armée française, victorieuse le 8 février 1807 à Preußisch-Eylau, nous sommes au nord, aujourd'hui c'est un territoire qui appartient à la Russie, c'est ce qu'on appelle la Russie occidentale, ancienne Prusse orientale, Kaliningrad, ça vous dit quelque chose? Ben voilà, c'était le Königsberg de l'époque. C'est ici, Preußisch-Eylau et Friedland, c'est à cet endroit que ces batailles se sont déroulées. Je rappelle donc, avait bivouaqué pendant la nuit cette armée française sur le champ de cette mémorable bataille que l'armée russe, complètement battue, avait abandonnée précipitamment pendant cette même nuit. Car oui, le vainqueur d'une bataille est celui qui reste sur le champ de bataille. Celui qui part montre bien qu'il a été battu. Le 9 donc février 1807, à midi, donc à peu près à cette heure-là, l'empereur monta à cheval. Il était accompagné des princes Murat, Berthier, des maréchaux Soult, Davout, Bessières, maintenant vous commencez à les reconnaître, du grand écuyer Caulaincourt, de ses aides de camp, Mouton, Gardanne, Lebrun. Il passa en revue plusieurs divisions et parcourut successivement toutes les positions qu'avaient occupées la veille les différents corps français ou russes. La campagne était entièrement couverte d'une neige épaisse sur laquelle étaient renversés à la fois bien sûr des morts, des blessés et des débris d'armes de toute espèce. J'espère ne pas vous donner envie d'autre chose que de manger quand même dans quelques minutes. Des traces de sang contrastaient partout avec la blancheur de la neige. Excusez-moi, c'est tout de même une réalité. Mais pour accentuer la capacité mêlée d'humanité et de clémence de Napoléon, il convient de présenter l'épisode qui est rappelé par le Moniteur. L'empereur s'arrêtait à chaque pas devant les blessés, les faisait consoler, secourir sous les yeux. On pensait devant lui ces malheureuses victimes des combats. Les chasseurs de sa garde les transportaient sur leurs chevaux, les officiers de sa maison faisaient exécuter ses ordres bienfaisants. Et les malheureux Russes, au lieu de la mort qu'ils attendaient d'après l'absurde préjugé qu'on leur avait, bien entendu, imprimé dans les esprits, trouvaient au contraire un vainqueur généreux. Alors étonnés, ils se prosternaient devant lui ou lui tendaient les bras défaillants en signe de reconnaissance. Et un jeune hussard lituanien, vous voyez ici, c'est un hussard lituanien, auquel un boulet avait emporté le genou, avait conservé tout son courage au milieu de ses camarades expirants, et il se soulève à la vue de l'empereur en lui disant « César, tu veux que je vive? Eh bien, qu'on me guérisse, je te servirai fidèlement comme j'ai servi Alexandre. » César, Alexandre, tout le monde aura compris, on est véritablement dans une antiquité qui est en train de se renouveler. Comme par hasard, le prénom du tsar s'appelle bien Alexandre, ça tombe bien, donc c'est le nouveau César, c'est bien Napoléon.
Seul à répondre réellement au cahier des charges qui est imposé, c'est cette fois-ci Gros, vous le savez tous, le tableau est ici, au Louvre, c'est Gros qui va remporter la bataille. Une bataille qui n'est pas facile, parce que face à lui, il y a un certain Lejeune, que vous avez vu tout à l'heure pour Marengo, qui sait composer des toiles, et dont le tableau préparatoire va remporter un certain succès, mais Gros, je vous le disais, il est proche de Joséphine. Et surtout, Gros met Napoléon en valeur. Il le met au centre de la toile, avec un regard qui ne trahit aucune contestation. Ce qui est important aussi, c'est que Gros organise son tableau en 3 bandeaux successifs. Je reviens un peu en arrière. 3 bandeaux successifs. Les corps du premier plan paraissent 2 fois plus grands que nature. En haut, vous avez l'état-major, qui entoure Napoléon comme une sorte de frise, et en haut encore, à l'étage supérieur, la bataille qui continue de s'achever, ou du moins qui est dans ses derniers instants. Vous aurez reconnu, évidemment, pour les spécialistes, la fameuse église, aujourd'hui transformée en usine à Eylau, et bien entendu le fameux cimetière où les grands combats se sont déroulés. Ce qui est important, c'est ces corps justement du premier plan, qui paraissent, comme je vous disais tout à l'heure, 2 fois plus gros que la réalité. Ils étaient étalés, d'ailleurs racontent les témoins de l'époque, à quelques centimètres du spectateur qui doit pratiquement les enjamber ou les contourner pour pénétrer dans l'espace du tableau. À gauche figure en bonne place, on l'a vu tout à l'heure, le mamelouk Roustan qu'on a reconnu à son turban, et puis aussi les chirurgiens Percy Larrey pour montrer les raisons qu'on devine. Mais ce qui est important, ce sont ces corps du premier plan. Vous les retrouverez bien entendu dans d'autres toiles bien après, avec par exemple Géricault dans le fameux radeau de la Méduse, que je vous invite également à voir ici au Louvre. Finalement, ce qui est important, ce n'est pas véritablement la nationalité des blessés, même si on a vu tout à l'heure que le lituanien était important. Ce qui se présente, c'est qu'on doit être secouru. Mais cette attitude n'est pas habituelle, ce qui explique l'effroi des Lituaniens ou des ennemis de manière générale. Lorsque le Lituanien implore de son bras tendu la bonté impériale, tandis qu'un Russe, cette fois-ci devant le Chamval, s'agenouille devant Murat, ce qui est important, c'est de montrer la capacité de respect et de pardon. Et Murat attire le regard. Il attire le regard avec son uniforme en couleur chamarrée, au cheval cabré, c'est le beau-frère de l'empereur, mais c'est surtout celui qui domine la cavalerie de l'époque. On raconte même que les Russes, lorsqu'ils le voyaient apparaître, disaient « on ne tire pas sur Murat, c'est le plus brave d'entre nous ». Et Murat, avec ce dynamisme qui rompt avec la désolation ambiante, va faire aussi le succès de cette toile. On raconte que Gros était proche de Joséphine, mais surtout de Murat. Et lorsqu'il le met en valeur, ça déplaît peut-être un peu à Napoléon, mais d'une certaine manière, ça révèle aussi une réalité du combat. Comme autrefois pour les pestiférés de Jaffa, Gros montre donc le chef au milieu de ses hommes, mais sans chercher à cacher la réalité. Il l'enjolive évidemment, il y a un caractère un peu... Aujourd'hui on dirait de propagande, c'est un très mauvais terme. Je ne l'utilise pas, c'est tout simplement de montrer de la communication, déjà avant l'heure. Mais ce qui est réellement intéressant, c'est que Napoléon affronte le regard des soldats agonisants pour mieux apaiser leur souffrance. Delacroix dira de cette toile de Gros que ce tableau sinistre formé de 100 tableaux en un seul semble appeler l'œil et l'esprit de tous côtés à la fois. Cette toile annonce, je vous l'ai dit, donc le Géricault du radeau de la Méduse, mais surtout le Delacroix des massacres de Sceaux, que vous pouvez voir également au musée du Louvre. Et il sera récompensé en 1810, ce tableau, du fameux prix décennal, des 10 années de peinture. Tout le monde s'était dit, ça va être le Sacre. La plus grande toile, la plus belle toile de l'Empire, c'est le Sacre. Mais rappelez-vous, nous sommes en 1810, Napoléon a divorcé d'avec Joséphine, et il a épousé Marie-Louise. Comment montrer à la nouvelle impératrice le prix décennal en lui montrant que c'est le couronnement de la précédente impératrice? Ça n'est pas possible. Donc ce sera Gros qui emporte la mise. Et on raconte que dans les allées du Louvre, lorsque le prix est décerné, un mauvais esprit aurait dit « sacre et massacre, voici l'Empire résumé ». En 1809, en revanche, on ne représente plus les tableaux et surtout plus les batailles. C'est la veillée qui paraît désormais tout aussi importante que les combats eux-mêmes. À Wagram, et bien que la scène n'ait jamais réellement eu lieu dans ces conditions, Adolphe Eugène Gabriel Reune, c'est son nom, présente l'empereur endormi. En cette nuit précédant la bataille, Napoléon a le pied sur la table de travail. Devant lui veille, vous le reconnaissez toujours, le fameux mamelouk, Roustan, qui ne le quitte jamais. Malgré son statut, le souverain est ici à l'opposé des grands chefs militaires de l'Ancien Régime. Il partage, lui, le bivouac. Il refuse, lui, de dormir sous sa tente. Il ne se résigne qu'à un simple repos, à peine, car au moindre mouvement, on imagine bien qu'il va se réveiller.
C'est l'image du petit caporal. Les maréchaux, l'ensemble de l'état-major, autour du feu, paraissent attendris par la scène et surtout admiratifs du plan prévu par leur chef. De profil, la tête découverte, Davout, que vous reconnaissez ici, Davout est même resté jusqu'à la dernière minute pour prendre ses instructions. Et sur la table de gauche de la toile, tandis que d'autres soldats plus loin paraissent déjà lever le bivouac, des officiers lisent les plans rédigés par Berthier, que vous reconnaissez ici, et s'affairent en bons aides de camp à prendre les consignes. Le lendemain, 6 juillet 1809, la victoire sur les Autrichiens sera complète à Wagram et elle aboutira au fameux traité de Schönbrunn. Mais après cette victoire, la campagne qui suit sera fatale à l'Empire. Comment ne pas parler de la campagne de Russie? La prise de Moscou passe par une bataille décisive. On lui donnera le nom de cette bataille de Moskova pour les Français, c'est en référence au fleuve qui passe non loin, ou de Borodino, le village éponyme placé à proximité, ça c'est pour les Russes. C'est une victoire pour les deux. Victoire française, Moskova, victoire russe, Borodino. Apparemment, ils n'étaient pas là tous au même endroit. 130 000 soldats, rappelez-vous, on plaisante, mais 130 000 soldats s'affrontent dans chaque camp. Elle va coûter à Napoléon et aux Français 30 000 hommes, dont 10 000 morts. Si l'on suit le livret du salon qui présente cette toile, cette faible portion du champ de bataille représente la prise de la redoute du centre. Les fameuses redoutes qui sont ici et que l'on devine également de ce côté. Ces fameuses redoutes, prise du redoute du centre par les cuirassiers de Caulaincourt. Rien à voir avec l'autre, c'est le frère. Mais comme à Marengo, le peintre Lejeune, qui est choisi pour représenter ce tableau et cette bataille, va réunir en réalité plusieurs épisodes de la même journée en une seule et même toile. En bas à droite, je vous donne un exemple, en bas à droite, vous le voyez ici, on remarque un grenadier qui repousse du pied un obus prêt à exploser devant les prisonniers russes, Kalmouk et Tatars. Vous voyez, les enfants, même sur un champ de bataille, on peut jouer au football dans des circonstances différentes. Mais ce qui est important aussi, ce sont ces blessés, ces morts. Il faut rappeler et donner l'exemple par un aspect valeureux, même d'un général. Les blessures touchent les officiers. Les soins apportés par les chirurgiens aux médecins forment une petite scène de genre au premier plan. On voit ici le jeune Ferdinand de la Ribosière, mortellement blessé dans une charge de carabinier, qui fait ses adieux à son père, général et directeur des parcs d'artillerie de la Grande Armée. Vous connaissez peut-être le tableau où on voit le père et le fils qui sont représentés. Le tableau se trouve aujourd'hui au musée de l'armée. Ils sont l'un à côté de l'autre et on les voit ici expirant, ou du moins l'un des fils. À gauche, l'arrêt. L'arrêt qui, chirurgien en chef de la garde, passe à côté des hommes et va ici panser le général Morand dont la mâchoire vient d'être fracassée par un Biscayen. Et tandis que certains Russes déposent les armes et que Berthier, que vous reconnaissez évidemment ici, il est là, que Berthier reçoit l'épée du général russe Sokharev, eh bien Murat conduit ses cavaliers. Murat conduit ses cavaliers, et particulièrement ses aides de camp, ainsi que les chevaux légers polonais et certains chasseurs, vers la victoire. Dans la partie supérieure, les infanteries s'affrontent. Flot ininterrompu de charges humaines lancées et également très belle frise, comme je le disais tout à l'heure. Le symbole fort, c'est le prince Eugène, le fils adoptif de Napoléon, qui est également dans la bataille, que l'on aperçoit ici, je reviens un peu en arrière, que l'on aperçoit ici, au-dessus, et qui vient montrer qu'il est au plein cœur de ces combats. Au milieu des fantassins, il est chargé d'attaquer la grande redoute russe par le nord. Bientôt, l'adversaire va donc plier devant la hardiesse française. Mais vous le savez, après la Moskova, la chute est en germe. 1 an et demi après cette ultime grande victoire sur le sol russe, et malgré de nombreux exploits repoussant l'échéance dans les mois qui suivirent l'incendie de Moscou, les troupes impériales doivent défendre les frontières françaises, puis combattre sur le sol national. Jean-Louis Ernest Meissonnier, qui est né lui en 1815, donc bien après les événements, puisque lorsqu'il naît, l'Empire est déjà arrêté, eh bien Meissonnier rappelle dans sa célèbre toile « Campagne de France », vous avez tous peut-être en tête que c'est peut-être la campagne de Russie, non, c'est en France. Nous sommes en 1814, et cette toile rappelle le calvaire des derniers compagnons d'infortune face aux hordes coalisées. Meissonnier est donc un peintre romantique cette fois-ci. Il travaille à l'époque du Second Empire. Il s'est énormément documenté. Il s'est documenté notamment sur les uniformes.
Et il a recherché des témoins qui lui ont apporté de précieux renseignements, parce qu'il y a encore, bien sûr, des survivants. Il a ainsi appris que Ney ne passait jamais les manches dans sa capote, et c'est de cette manière qu'il le représente. Parmi les plus emblématiques personnages figurent aussi au premier rang les maréchaux Berthier, qu'on reconnaît toujours ici, aux tempes grisonnantes, ainsi que les généraux Drouot, Flao et surtout le fidèle Gourgaud. Gourgaud qui a sauvé Napoléon à Brienne au moment de ses combats et va le suivre ensuite jusqu'à son dernier exil à Sainte-Hélène. C'est un des 4 mémorialistes, un des 4 évangélistes à Sainte-Hélène. Meissonnier est surtout un grand spécialiste des chevaux en mouvement. Il bénéficie surtout d'une innovation extraordinaire en 1850. L'invention de la photographie. Avec la photographie, il peut décomposer le trot du cheval. Et c'est ce qu'il va faire, il est le premier à montrer dans un tableau le cheval avec cette attitude. Sa toile sera donc pour cette raison la plus chère de tout le XIXe siècle, tout pays confondu. Elle sera achetée par un riche collectionneur, mais c'est aussi le sujet, parce que le peintre concentre toute l'action, même si on la voit, de désolation autour de Napoléon. Oh, bien sûr, le visage n'est pas peut-être très sympathique, il est un peu sans vie, mais il accentue l'impression dramatique dans un climat de désolation, se découpe sur ce ciel terne avec un visage très, très dur, mais un silence. On a l'impression d'entendre ce silence dans cette toile, qui confère une dimension quasi christique. C'est quasiment l'idée du tableau. Napoléon paraît donc s'avancer vers son mont des Oliviers, qui sera Fontainebleau, vous le savez tous, entouré d'apôtres fidèles, mais aussi de Judas, qui bientôt l'abandonneront ou le livreront à l'ennemi. Mais un retour triomphal après le premier exil de l'île d'Elbe aurait dû apporter un affrontement sublime et définitif avec une victoire. La campagne de Belgique s'achève tristement avec la chanson d'Abba, que vous avez vue tout à l'heure, Waterloo. La situation s'enlise. Aucune des stratégies imaginées n'a fait rompre le dispositif adverse, mais sans pour autant représenter fidèlement la mise en place des différents ensembles, cette toile de Sir William Allan, intitulée « Napoléon observe le champ de bataille depuis la Belle Alliance », a surtout pour intérêt de rendre compte de l'ampleur et des engagements. Nous sommes sur près de 14 km². Le champ de bataille se révèle à la fois resserré, dense et foisonnant. C'est à peu près la réalité. Ce n'est pas tout à fait la fameuse morne plaine de Victor Hugo. Vous voyez, il y a des vallons. Et pour ceux qui sont allés à Waterloo, je parle sous le contrôle de l'empereur qui est ici présent, on s'est bien rendu compte qu'il y a quand même un dénivelé assez important. De gauche à droite, que remarque-t-on dans cette toile? Au premier plan, les cavaliers blessés ou épuisés. Au second, l'infanterie française qui est lancée en direction des lignes ennemies, anglaises, aisément reconnaissables par leur dominante rouge. Et au centre, tandis que les batteries françaises rechargent ou canonnent à tour de rôle, les chevaux de l'arrière-plan s'affrontent. À droite, tandis que la garde impériale veille, l'empereur reçoit les dernières nouvelles de ses aides de camp, généraux, maréchaux, membres de son état-major. Devant lui, les débris du train Saint-Moncel, vous le voyez ici, comme autant de désillusions. Il est impassible, sur son destrier blanc, il n'a plus l'allure des combats victorieux. Ce n'est plus le Jupiter capitolin qu'on a vu tout à l'heure d'Austerlitz, ce n'est plus Iéna, ce n'est plus Wagram. Mais cette fois, les nuages s'amoncellent trop. Le soleil radieux n'est plus là, c'en est fini. C'en est fini, c'est la dernière représentation de Napoléon, bien sûr, sur un champ de bataille, évidemment. Évidemment parce que la dernière bataille, peut-être la plus importante, il faut quand même la gagner. Elle ne se déroule pas sur un champ de bataille. Cette bataille, c'est la bataille de la légende. Elle se joue à Sainte-Hélène, c'est la dernière toile que je vous présente aujourd'hui, et cette bataille, c'est celle de la mort. Nous sommes le 5 mai 1821. Tête, armée, mon fils, sont les derniers mots que prononce Napoléon. Il est ici entouré de ses derniers compagnons. Regardons-les. Le grand maréchal Bertrand, qui est le grand maréchal du palais, avec sa famille, sa femme, ses enfants. On reconnaît également Antomarchi, le chirurgien qui a donné les derniers médicaments à l'empereur, et on reconnaît d'ailleurs au détail, il y a ici le dernier verre sur lequel a pu poser ses lèvres l'empereur. Il pose sa main sur l'oreiller, un signe honneur qu'il a pu accorder. À droite, on reconnaît surtout Ali. Vous savez, le fameux mamelouk dont je vous ai parlé. Cette fois-ci, il n'y a plus d'allure
orientale. On porte le deuil. Et puis le fameux général Montholon. Montholon qui, de son bras droit, tient bien entendu, de son bras gauche, pardon, tient bien sûr le testament sur lequel sont apposés ces fameux mots « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé ». Le détail important, il est ici. Il est ici, c'est la montre. La montre qui indique l'heure de la mort, 17h49. À 17h49, l'empereur a donc expiré. Et Chateaubriand a décrit les derniers instants en affirmant que Napoléon avait rendu à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Grâce au talent, mesdames et messieurs, conjugué des peintres Steuben, et avant lui Gros, Lejeune, Gérard, Vernet, Reune et Meissonnier, et tant d'autres artistes qu'il aurait été difficile de citer ici, jamais la force ni le souffle de Napoléon ne furent vraiment jamais les derniers grâce à tous ces tableaux. C'est ce que nous avons eu le plaisir de rappeler ce soir, cette matinée plutôt. Je vous remercie beaucoup de votre attention.